Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. Comme chaque semaine, le Grand Débat du Web de Digital Business News pour tout savoir de l'actualité connectée avec 4 grandes voix d'Internet que je vais vous présenter. Ils sont tous venus looker comme si c'était la grande fête, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est venue avec son bronzage. On se demande d'où il sort. En ce moment d'ailleurs, Cécilia Gabizon. Bonjour. Bonjour. Directrice du développement de Street Press. Oui, Street Press, c'est à la fois un groupe de presse, une école de journalisme digital gratuite pour promouvoir la diversité et un incubateur Media Maker. À côté de vous, Philippe Couve. Bonjour Philippe. Bonjour. Jolie chemise à pois, c'est samsa.fr qui apprend un peu partout dans le monde à des gens à faire du mojo d'une certaine façon. On fait du journalisme mobile, de la vidéo avec smartphone, mais aussi tout un tas de choses dans le domaine des médias, de l'innovation média, que ce soit en France ou en Afrique. Ça a beaucoup fait rire au début, on se rend compte aujourd'hui que, pas vous, mais l'idée de faire du journalisme sur téléphone. Si, il a fallu convaincre et c'est pas encore gagné, mais je pense Et aujourd'hui, que tout le monde se rend compte qu'il y a même des chaînes qui se sont lancées, notamment en Suisse, il y a une chaîne qui fait que ça. L'Aimant Bleu, très bonne chaîne locale de Genève qui effectivement produit toutes ces infos avec des smartphones. En face de vous, Julien Jacob, qui est parallèle entrepreneur. On l'a mis en version anglaise, parallèle entrepreneur, ça fait plus sérieux. D'ailleurs, vos noms de start-up parlent eux-mêmes. Spoonit et WeFlash, on est dans des termes anglais. Il y a à manger et à photographier, en fait, dans vos Exactement. startups. Donc, parallèle entrepreneur, en fait, c'est que je suis cofondateur de ces 2 startups. Et j'essaie, il y a un nouveau truc après le serial entrepreneur, c'est de faire 2 startups en même temps. Et c'est assez génial, en fait, parce qu'on utilise ce qu'on fait pour l'une et pour l'autre. Donc, la première, c'est très simple, c'est pour les entreprises, c'est bien manger, bien déjeuner, sachant que les repas ont un résultat direct sur la productivité et que c'est quand même agréable de bien manger plutôt que de manger un kebab. Et la deuxième, en fait, c'est une marketplace de photographie immobilière. Il y a 700 000 ventes de biens en France et il y a toujours des agents immobiliers qui font des photos avec leur iPhone. Et ça se vend moins bien que quand c'est fait par des professionnels. Alors là, pour le coup, l'iPhone, pour les photos, quand on ne sait pas faire à l'intérieur, c'est moins bien. Là, c'est moins bien. À côté de vous, Jérémy Benmoussa, de retour avec une jolie chemise rayée. On a le coin rayé carreau d'un côté, poids plutôt de l'autre. Schedulio, qui est un add-on sur Slack. Exactement, c'est une Là, plateforme. on a noyé tous ceux qui ne connaissent pas un peu la technique. C'est une plateforme d'automatisation pour les utilisateurs de Slack, qui est l'application de messagerie qui a la plus forte croissance dans les entreprises en ce moment. À propos de croissance, vous êtes en train de cartonner avec un livre blanc sur le gros hacking. Alors ça, c'est un terme que certains qualifient de buzzword, parce qu'en fait, on fait tous du gros hacking depuis des années et des années. Simplement, aujourd'hui, ça a un nom et le livre blanc fait un carton. En fait, on a décidé surtout de mettre un peu tout ce qu'on faisait déjà pour les différentes startups pour lesquelles je bosse, ou que j'ai fondé, de capitaliser tout ça sur une boîte qu'on a appelée La Grosse Compagnie. Et donc, c'est du gros hacking appliqué à ce qu'on fait au quotidien pour les petites boîtes et pour les grosses boîtes. Parce qu'en réalité, on peut appliquer le gros hacking à peu près n'importe quelle taille de projet tant qu'on le fait bien. Voilà. Et c'est vrai que le livre blanc a une page de succès, je suis hyper content de ça. Mais c'est quoi ? On en parlera tout à l'heure. On prendra une heure dessus si tu veux, je t'expliquerai. Alors, grosse compagnie comme growth, la growth, croissance, évidemment. Hein. C'est ça. 2 thèmes dans cette émission, le grand débat du web. On parlera tout à l'heure de la modération du web. Vous savez peut-être que des militants de l'Union des étudiants juifs de France, de SOS Racisme, de SOS Homophobie, veulent lancer une action contre notamment YouTube, Facebook et Twitter après un test qu'ils ont réalisé. Ils leur ont demandé de retirer des propos qui étaient injurieux, homophobes, racistes, ce que vous voulez. Et très peu de ces propos-là ont été enlevés par ces plateformes. Donc ils veulent pousser leur pion, d'autant que la loi oblige les plateformes à le faire. On en parlera tout à l'heure. Faut-il modérer le web ? De quelle façon et avec quels moyens dans un univers qui de plus en plus est live. Et on parle tout de suite de l'économie collaborative alors que se tient à Paris le grand raout annuel de l'économie collaborative initié par ce qu'on peut appeler un think tank qui s'appelle WeShare, qui réfléchit avec vraiment une liberté de ton sur ce qu'est l'économie collaborative, qui parfois d'ailleurs a tendance à dire que ce qu'on considérait comme étant le grand mouvement qui allait tout emporter est peut-être en train de légèrement s'essouffler. L'année dernière, ça s'appelait Lost in Transition, pour faire Transition à l'anglaise, pour faire une sorte de rapport avec le film de Sofia Coppola. Et on cherchait un petit peu les places où il fallait se positionner l'année dernière. Cette année, on parle aussi de ce qu'est l'économie collaborative à l'heure où les grandes plateformes américaines ont un peu dévoyé le terme et où il y a vraiment 2 économies collaboratives qui sont en train de se faire face. Est-ce que c'est la fin de l'économie collaborative ? On commence par Cécilia, par exemple. Est-ce que vraiment on assiste à quelque chose qui est autre chose ? Est-ce qu'il faut en terminer avec ce mot-là qui a fait un peu florès là, maintenant ?
Je pense que c'est pas la fin, c'est-à-dire que c'est toujours, il y a une professionnalisation d'une partie de choses qui au départ démarrent de manière très amateur, exactement comme la vie associative, on commence quelque chose et puis à un moment donné ça se professionnalise. C'est pas forcément la fin d'une utopie. Je pense que l'utopie, elle va survivre et que tout d'un coup, la technique était venue aider en partie cette utopie, c'est-à-dire on devenait tous acheteurs-vendeurs, je louais un appartement directement à quelqu'un et moi-même, je pouvais louer mon appartement. Mais dans certains sens, c'était pas une utopie non plus. C'était la possibilité de faire des choses nouvelles en entrant plus facilement en contact avec d'autres gens. Ça, la technique le permet toujours et je pense que ça va s'étendre à d'autres domaines où il y a maintenant, par exemple, du mentoring de chômeurs qui se fait à travers les plateformes. C'est complètement gratuit, les uns et les autres. Donc ça va continuer. Par contre, c'est le mot économie. Aujourd'hui, est-ce que ça donne une économie? Pour donner une économie, c'est qu'il y a des gens qui vont en vivre, donc il va y avoir de l'argent, il va y avoir des bénéfices, et je pense que là, il y avait un leurre quelque part à penser que ce serait une économie bénévole. Non, c'est une économie, et elle a développé des choses intéressantes. Je voudrais juste vous dire quelque chose, il y a deux formes d'optimisme. Il y a l'optimisme que j'appellerais quinoa, et il y a l'optimisme costard-cravate. Alors l'optimisme quinoa, c'est l'économie collaborative, on est pur. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'humanité. Ça, c'est les bobos, ça, donc, quinoa, on a bien compris. En quelque sorte. Et ils avaient raison parce que finalement, ils ont amené beaucoup de choses intéressantes. Et cette utopie-là, elle ne va pas disparaître comme utopie, mais pas comme économie. Et ensuite, il y a l'optimisme costard-cravate. Et là, je vous citerai le professeur François Bourguignon de la Paris School of Economics, qui parlait en fait des résultats probables de ces nouveautés, de cette disruption. Qu'est-ce que ça a changé, cette nouvelle économie qu'on appelait collaborative? On en verra les résultats, non pas maintenant. Si l'on en croit ce qui s'est passé dans l'histoire, par exemple sur la révolution industrielle, on en a vu les résultats 20 à 30 ans plus tard. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est devenue méchante, Uber, etc., c'est devenu violent. Mais ça transforme le système et probablement ça le recompose avec des conséquences qu'on verra s'étaler sur les 30 prochaines années. Bon, je propose quinoa d'un côté et risotto de l'autre pour être cohérent quand même sur les deux termes. Hein. Ça sera plus cohérent avec les ciblages socio-pro. Philippe Couve, est-ce qu'il n'y a pas deux économies collaboratives qui sont en train d'exister aujourd'hui? C'est-à-dire une économie collaborative faite de Airbnb, de Blablacar, dans une troisième mesure et par extension un peu tirée par les cheveux du beurre, et de l'autre côté une économie collaborative plus associative qui, de fait, transforme la société par le fond. Quand on regarde ce qui se passe sur Airbnb, on s'aperçoit que les plus gros acteurs sur Airbnb sont clairement des professionnels. Ce sont des gens qui font ça à titre professionnel. Je n'ai pas les chiffres sur le nombre d'appartements réellement proposés par des particuliers et ceux proposés par des gens qui font profession de louer. Aujourd'hui, c'est énorme. Moi, l'an dernier, je suis allé au Sri Lanka, j'ai loué plusieurs lieux avec Airbnb. Une fois sur deux, c'était un professionnel. On trouve de plus en plus des petits hôtels maintenant. Voilà, et c'était des gens qui saisissent cette plateforme pour faire du commerce. Donc là, on n'est plus dans le collaboratif, il y a une plateforme qui met en relation une demande et une offre, et il n'y a pas de notion de collaboration. Donc je pense qu'effectivement, d'un certain point de vue, c'est en train de se perdre, même s'il existe encore des particuliers là-dessus. D'autre part, si je regarde moi ce qui se passe dans des territoires que je connais un peu et que je sillonne pas mal en Afrique, cette notion de collaboration, plateforme ou pas, elle est énorme. Elle a un poids énorme. Elle a un impact énorme et il n'y a aucune notion pour l'instant financière. On collabore si on a intérêt à collaborer sans qu'il y ait d'échanges monétaires. Et ça se passe tous les jours, ça se passe à des échelles qu'on a parfois dans tous les pays mal en développement, l'économie collaborative a ici. toujours existé. C'est même le mode de survie, d'une certaine façon, des économies en développement. Oui, mais ça permet de faire plus aujourd'hui. Mais ça existe aussi dans les économies qui sont dites développées, parce que finalement, il faut tellement changer, tellement s'adapter qu'en réalité, on a des besoins nouveaux, réguliers, et qu'on a besoin de nouveaux entrants pour pouvoir les assouvir. Donc, dans un certain sens, le cycle d'une forme d'économie collaborative, il se renouvelle par lui-même. Ça change tellement vite qu'il faut des gens pointus qu'on ne connaît pas et qui l'amènent au début de manière bénévole dans le système. Alors, qu'est-ce que ça devient par la suite? C'est ça. Il y a un chantre d'économie collaborative qui est l'économiste Jérémy Rifkin qui a théorisé tout ça, qui parle d'une nouvelle révolution industrielle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour vous? De l'autre côté, Julien Jacob, par exemple? Au risque de faire mon vieux grincheux, moi j'ai quand même un énorme problème avec le terme, c'est que ça me rappelle dans les années 2000 quand on parlait d'Internet. Internet c'était tout, c'était du e-commerce, c'était des médias, du social media. Et dans l'économie, là c'est encore pire, parce que dans le buzzword est encore pire, parce que dans l'économie collaborative, il y a économie d'un côté, il y a collaborative de l'autre. Donc on va enlever tout de suite les Uber et même les Airbnb. C'est clairement du business pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec l'économie collaborative. Le vrai sens de l'économie collaborative, c'est peut-être la plus vieille plateforme qui existe sur Internet, c'est Wikipédia.
Et là, c'est des gens qui trouvent un intérêt à aider les autres. Il n'y a pas Et trop ça- d'économie pour le coup. Il y a pas, mais justement, c'est pour ça que le terme économie collaborative, et en plus, comme les médias adorent parler d'Uber, parce que dès qu'on parle d'Internet, on parle d'Uber, donc tout de suite Uber est mis dans le truc, sans parler d'Uber, ça n'a juste, pour moi, absolument rien à voir. Uber, c'est une plateforme, une marketplace qui met en relation une offre et une demande. Je vois absolument pas où est la collaboration, c'est des professionnels qui travaillent. Oui, mais dans ce Cela- cas-là, t'as Blablacar qui est un peu de l'autre côté et qui propose Justement, un échange de services entre c'est un échange de services un individu payant. et un Ouais. autre individu. Un échange de services payant, et là on se rapproche plus d'Airbnb, donc on se rapproche un peu, mais ça devient payant et ça devient des gens qui se professionnalisent. Moi, j'ai etc. tendance à dire qu'il y Moi, a ce qui économie m'intéresse- collaborative quand il y a moins d'argent, c'est-à-dire que c'est moins cher, il y a plus d'humains, plus de rapports mais- humains. C'est quand même le cas chez Blablacar. Immédiatement, ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé avec Airbnb, ça s'est pas passé avec Uber parce que de toute façon ils avaient besoin d'une licence de VTC, etc. Mais immédiatement, ce qui se passe, évidemment que les professionnels rentrent dans la danse et tout va bien, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que et pour avoir fondé le Social Media Club il y a plus de 8 ans, qui était là-dessus, une association qui rassemble des professionnels du social media, donc qui est une partie de tout ça, c'est que je pense qu'on a quand même perdu un des fondements d'Internet, et d'ailleurs un des fondements de la société en tant que telle, c'est que les gens collaborent les uns avec les autres. Et que c'est vraiment dommage que, notamment le ciblage médiatique là-dessus mentionne Uber, Airbnb et tous ces gens-là, parce que c'est pas ça le La vrai France sujet. est quand même Et riche de milliers, de centaines de milliers d'associations et le collaboratif fonctionne en France justement, tous les jours. et c'est ça. mais Donc, parlons heureusement, vraiment- d'ailleurs, qu'il donc, fonctionne. Parlons vraiment du collaboratif et de ce que Internet peut apporter. Après, il y a des boîtes sur Internet qui font du business très bien, mais là, il y a un espèce de mélange des genres. Je vous dis, c'est comme Internet dans les années 2000. quoi. Mais je pense qu'il y a un mélange de gens aussi parce qu'on essaye de légiférer de plus en plus. Des boîtes comme Uber qui viennent face au taxi et qu'on a essayé de légiférer énormément, c'est devenu c'est une vraie entreprise qui gère de l'argent avec des professionnels qui travaillent à plein temps pour elle. Alors en freelance ou pas, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, je suis d'accord, c'est beaucoup moins de l'économie collaborative. Airbnb, Blablacar, peut-être un peu plus, mais on est en train de légiférer. Et sur Airbnb, je crois que, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est 32 000 euros. C'est-à-dire que quand vous êtes à Paris et que vous voulez mettre un bien en location, vous êtes supposé payer une taxe de 32 000 euros à l'année. Donc si vous voulez la rentabiliser, il y a intérêt à ce que ce soit votre vrai business. Donc au milieu de tout ça, l'économie collaborative, elle marche vraiment pour moi en deux temps. Il y a ces entreprises dont on est en train de parler qui sont quasiment toutes des licornes, qui valent, enfin Uber c'est 60 milliards de valo. C'est plus la petite start-up du coin, c'est une vraie entreprise qui génère des bénéfices, qui génère énormément d'argent. Et de l'autre côté, un côté beaucoup plus collaboratif pour le coup, parfois sans échange d'argent. Et je pense notamment aux espaces de coworking qui sont en train d'éclore un peu partout. Et à Paris pour le coup, ou même en France, on est plutôt bien lotis, il y en a beaucoup. Et là, on est beaucoup plus, même dans un cadre business, dans un système d'entraide qui passe pas forcément par de l'argent, mais qui passe par de l'échange, par de la connaissance, par un peu de mentoring quand on parle de start-up, mais où on est beaucoup plus dans quelque chose de collaboratif. Et je pense qu'on est vraiment dans cette double économie collaborative. Si on veut continuer à dire qu'Uber, Airbnb et Blablacar, c'est l'économie collaborative, bah ok, mais ça veut dire qu'il y en a une autre qui est en train d'émerger un petit peu plus, qui est entre autres les espaces de coworking que personnellement j'aime bien, et que c'est deux choses qui pour moi se ressemblent Alors pas justement, une des théories de Jérémy Rifkin est qu'il y a des briques de collaboration. On va collaborer sur une perceuse, sur des cours d'anglais, sur ce qu'on veut, d'ailleurs, sur des services, sur des produits. Et les briques vont finir par s'agréger pour constituer une espèce d'énorme tout. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas du tout le ciment de tout ça. C'est qu'il y a des briques qui sont un peu disséminées et on ne voit pas le ciment. Donc est-ce qu'il va y avoir cimentage, je ne sais pas si c'est le mot exact, de toute cette économie souterraine d'une certaine façon pour créer un nouveau mode économique? C'est la vraie question, non? Encore une fois, je pense que la partie collaborative, c'est ce qui avait commencé au tout début d'Internet. Là, finalement, on les recite à chaque fois, c'est du e-commerce. Donc, laissons-les du côté du e-commerce et les choses sont bien gardées. Sur la partie collaborative, il faut quelque chose, c'est que qu'il y ait de l'argent ou pas n'est pas forcément un souci, ça peut être moins, effectivement, mais il faut que celui qui apporte quelque chose ait un intérêt et en retire quelque chose. Le mentoring, par exemple, dont on parle, que je fais aussi beaucoup, je passe des heures avec des gens, j'en ai un intérêt, même s'il ne se passe rien, j'en ai un intérêt évident, c'est que ça m'ouvre les yeux sur des choses, ça me fait connaître des gens. Voilà. Et ce qui est intéressant, notamment dans le monde des startups, c'est qu'il y a ce vrai usage du collaboratif. On l'a sur Wikipédia aussi, parce qu'en fait, en corrigeant Wikipédia, on apprend des choses. Et cette partie-là, elle me semble très intéressante, et on pourrait parler pendant des heures, mais franchement, je pense qu'elle est beaucoup plus un intéressante. autre sujet qui nous attend. Pour terminer, un tour de table rapide, vous répondez par oui, non. Sans autre procès, est-ce que l'économie collaborative est morte? Oui, non. Je ne sais pas. Ah non, clairement. Non. Donc il y aura de l'humain, il y aura de la collaboration. Mais oui, c'est un cycle. Gardons cette majorité-là, on va dire, sur le oui. Deuxième sujet de ce grand débat du web, faut-il modérer le web? A
priori, on est à peu près tous d'accord sur l'idée qu'il faut quand même un petit peu modérer, mais sous quelle forme et comment et avec qui? Des militants donc, de l'Union des étudiants juifs de France, de SOS Racisme, de SOS Homophobie ont réalisé entre mars et mai un testing en masse sur les réseaux sociaux, et notamment sur les grands réseaux américains. Et ils ont signalé 586 contenus racistes, antisémites, négationnistes, homophobes et autres, notamment à YouTube, Facebook et Twitter, leur demandant de les retirer. Résultat de l'opération, seuls 4% ont été supprimés sur Twitter, 7% sur YouTube et 34% sur Facebook, qui est déjà un peu plus meilleur élève. Il y a une obligation légale depuis 2004 de faire ce travail-là. Lorsqu'il y a quelque chose qui est signalé, il y a même une plateforme gouvernementale qui s'appelle Pharos pour signaler ce qui doit être éliminé éventuellement. Et tout ça n'est pas respecté aujourd'hui, en tout cas sur les plateformes américaines. Est-ce qu'il faut diriger un petit peu le tir autrement sur la façon de modérer le web? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui modérer le web? C'est un peu la question qu'on se pose. Cécilia. Alors, je vais d'abord vous raconter une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi j'étais tombée sur des corps calcinés, des gens égorgés, etc., des photos sur des profils Facebook qui accusaient complotistes, en accusant les Israéliens, etc. J'ai dénoncé ces photos en mettant ces contenus. Il ne s'est absolument rien passé. Usant de mes prérogatives de journaliste, j'ai téléphoné à Facebook pour savoir. Alors on m'a répondu que ces contenus ne posaient aucun problème. Donc c'est vrai. Par contre, quand il y a une paire de seins quelque part, ça dégage très très vite. Par contre. Donc c'est vrai qu'ils n'ont visiblement pas les outils, en tout cas pas les outils automatisés, pour savoir distinguer ce qui pose problème de ce qui, quand ce n'est pas une paire de seins, de ce qui pose problème, ce qui peut choquer, etc. Comme image, le double sens que ça a. Mais je crois qu'ils ont pris conscience des enjeux. Évidemment, quand on dit peut-on réguler le web, d'abord le web avait un côté libertarien qu'on a tous aimé, un peu anard, un espace de liberté, donc on aurait eu envie de dire non. Mais en même temps, c'est comme si on vous disait est-ce qu'on peut réguler ce qui se passe dans la vie? On aurait tendance à répondre non, et pourtant on essaye sans cesse. Est-ce que la loi s'applique au web? Oui. Voilà. Donc il y a ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les propres outils du web, qui est un peu ce qu'on disait sur Wikipédia, c'est-à-dire la sagesse collective, l'intelligence collective, le fait que les gens... Une petite claque, la sagesse collective en ce moment. Non, mais qu'on construise des systèmes où, en fait, à un moment donné, ça recoupe quand les gens signalent des contenus pour avoir un système de filtre qui est plus efficace. Probablement, avec tout l'argent, l'intelligence et l'énergie qu'on dédie à construire des petits robots, des algorithmes, je pense qu'on va pouvoir améliorer les systèmes de surveillance du web. Philippe. Pour rebondir là-dessus, pour l'instant, ce n'est pas des petits robots et des algorithmes. Moi, je me souviens d'un reportage qu'avait fait le magazine Wired. Je crois que ça se passait aux Philippines, ou en tout cas par là. Et c'était les gens qui sont chargés sur Facebook de vérifier les contenus signalés. Et ces gens-là, c'est un boulot atroce. Ils ne voient à longueur de temps, à longueur de journée, que des images, des vidéos tout à fait horribles. Ouais. Et ils sont amenés à décider oui, non, on pense souvent que etc. Facebook est très, très algorithmique, et en fait, on vient de se rendre compte, parce qu'il y a l'histoire de la politique aux États-Unis, que ce sont des hommes qui sont derrière, notamment la sélection des articles. Et c'est pour ça que Mark Zuckerberg a rencontré, pas plus tard qu'hier, au moment où on enregistre cette émission d'ailleurs, des hommes politiques plutôt conservateurs, pour leur dire bon, non, on n'est pas contre vous, ce qui pour l'instant n'était pas garanti de leur côté, puisqu'il semblait qu'il y avait quand même une certaine orientation. Donc en fait, il faut de l'humain alors. Ils font un énorme boulot. Je connaissais la responsable de Facebook qui s'occupe de ça, qui est chef de ça. C'est vrai que c'est atroce ce job. Et en même temps, c'est incroyable la somme de choses qu'il faut faire. Mais ils ont un premier niveau qui est un niveau d'algorithme qui n'est pas suffisant en fait. C'est une espèce de tri quand on dénonce un contenu. À chaque fois, voilà. Donc, si je peux me permettre, c'est pas totalement vrai. Aujourd'hui, on est capable de faire de la détection d'intention, de la détection de feeling sur tout un tas de choses, y compris sur des images. Et Facebook est hyper avancé dans ce domaine-là. Ils n'ont aucun problème à détecter une image où il y a une tête coupée, où il y a un sein, où on a des algos aujourd'hui, notamment il y a des startups françaises qui sont spécialisées là-dedans. Facebook a racheté des boîtes qui savent faire ça hyper bien. Et ils sont capables d'automatiser le process, même à leur échelle, sans aucun problème. Ils arrivent à nous proposer de détecter notre visage et de reconnaître quelles sont les personnes sur des milliers de photos ou des centaines de millions de photos. Honnêtement, ils ont la techno pour. Et la techno aujourd'hui, elle existe. Ce n'est pas un truc qui est infaisable. Par contre, derrière, il y a un système de modération. Ils ont des règles qui sont hyper compliquées et sur lesquelles, moi aussi, ils ont refusé de me virer des trucs avec des têtes tranchées. Je trouvais ça horrible, en me disant que c'était normal. Donc, il y a un débat qui est plus éthique, à mon avis, beaucoup plus que technique. D'un point de vue technique, ils sont capables de le faire. Il y a une boîte française qui s'appelle Linkfluence,
qui a analysé il n'y a pas longtemps, quand il y a eu un espèce d'engouement un peu nazi sur les réseaux sociaux, qui a été capable d'analyser sur Twitter, quasiment en temps réel. Ils ont publié le truc 2 jours plus tard. Enfin, une étude 2 jours plus tard, mais ils ont fait l'étude en temps réel. Ils ont fait l'analyse de tous les comptes avec leur provenance, enfin voilà, de tout le truc. Et ils ont été capables très facilement de mapper l'ensemble en disant, bah voilà, il y a 90% des propos qui viennent de gens qui sont clairement affichés d'extrême droite, parce qu'ils l'affichent, donc on peut le détecter. Hein. Twitter, c'est public, il suffit de regarder ce que vous publiez. Et de l'autre côté, de gens qui sont à l'extrême gauche. La discussion elle a eu lieu sur tout ça. Et les gens qui sont intervenus au milieu, il y a moins de 5% qu'on n'identifie pas. Et c'est hyper facile, quand on regarde une phrase sur Twitter, de se dire c'est un contenu homophobe, c'est un contenu nazi, on parle de sexe ou on parle de pédophilie. Enfin, aujourd'hui, la techno, elle permet de faire ça à n'importe quelle échelle. Il suffit de rajouter des serveurs et on a des boîtes qui savent le faire. Mais pas n'importe quel coup. En fait, pas n'importe quel moi, je pense qu'il faut juste rappeler que la loi, parce qu'il y a un espèce de fantasme dans tout ça, la loi, elle est extrêmement claire depuis une quinzaine d'années. C'est 2004. 2004. C'est si vous êtes hébergeur, c'était même avant la loi sur les hébergeurs. 21 juin 2004, si vous voulez. Mais ce principe-là était avant, puisque je me souviens, c'était avec l'ICOS et compagnie, c'est que si vous êtes hébergeur, vous n'avez pas physiquement les capacités, et à l'époque, en tout cas, les ordinateurs ne pouvaient pas le faire, donc on vous signale un contenu, et donc vous le retirez. Donc ce qu'a fait SOS Racisme et les autres, c'est très bien, et il faut dénoncer le fait qu'ils ne retirent pas les contenus directement. Après, le fait que, comme dans la rue, on ne peut pas tout contrôler, bon, ça, on est d'accord. En fait, le problème, c'est un problème économique. C'est-à-dire que, même si c'est facile, théoriquement, sur un algorithme de le faire, quand on a 1,5 milliard de personnes qui se connectent tous les jours et qu'on voit les puissances de calcul qui sont nécessaires, par exemple, ne serait-ce qu'à Google pour vous donner le résultat dans un index qui paraît beaucoup plus simple que tout ça, là où il y a un problème avec ces sociétés américaines, moi, je pense que le vrai problème, c'est que l'histoire des saints et de l'incitation à la haine raciale, pour eux, les saints, c'est important, donc ils retirent les saints. L'incitation à la haine raciale, c'est pas important parce qu'ils n'ont pas l'histoire qu'on a vécue en Europe. Et par contre, ils ne le font pas. Alors, mais ça voudrait dire des coûts énormes pour eux, qu'ils jouent au chat et à la souris. Les saints sont retirés de façon algorithmique par Facebook. Oui, hein. mais parce que comme tu le Il les dis... reconnaît sur des photos. Alors que là, on parle de gens qui sont des utilisateurs et qui sont choqués par un propos. Non, mais donc on peut faire un mélange entre l'algorithme d'un côté et les propos qui sont non, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que heureusement, ils sont un peu plus fins que ça chez Facebook. C'est si 3 personnes dénoncent quelque chose en disant c'est des têtes coupées, ça ne veut pas dire que ce sont des têtes coupées. Donc ils vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut des puissances algorithmiques incroyables, il faut de l'humain encore. Donc effectivement, on l'a vu avec le newsfeed, etc. Donc tout ça, ça veut dire que ça a un coût. Et ce qui pose un vrai problème avec ces sociétés-là, c'est qu'on est en France, ils devraient respecter la loi française, et que si en France, il faut retirer les propos antisémites, ils doivent les retirer. Et remettre les saints, parce qu'on est en France aussi. C'est important, ça. Avec la peinture de Courbet, c'est exactement ce qui s'est passé. En France, on devrait remettre la peinture de Courbet, c'est exactement ça. Et le problème qu'on a un peu avec ces sociétés, c'est qu'elles pensent qu'elles peuvent s'affranchir du droit et donc des cultures locales. Et donc ça a un coût. Et donc évidemment, comme aller faire de la défiscalisation en Irlande, forcément, ça les arrange moins. Mais moi, je pense qu'il faudrait remettre le débat sur le plan strictement économique. La loi, elle est hyper claire. Les capacités physiques, techniques, sont là. C'est un investissement humain. Il faut juste qu'ils le fassent, point. Non, mais c'est plus grave que ça. Ils ont un impact sociétal aujourd'hui qui est extrêmement important. Aujourd'hui, quand on parle des petits jeunes de 15 ans qui vont en Syrie, souvent, c'est des gens qui ont été radicalisés tout seuls en regardant des vidéos YouTube qu'on peut tous voir et qui sont hyper faciles à trouver. Moi, je suis allé en regarder quelques-unes. Honnêtement, il n'y a pas de vrai frein à ce qu'ils enlèvent ça. Et effectivement, ça coûte de l'argent. Ceci dit, une boîte comme Twitter, qui a 420 années de trésorerie devant elle, je pense qu'on peut difficilement se dire qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne veulent pas le faire. De le faire. On est tous d'accord là-dessus. Juste un mot pour terminer. C'est plus éthique qu'autre chose. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gilles Chavrol, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On l'a évidemment interrogé là-dessus. Il a dit « Oh non, moi ça va, on a fait des progrès, il y a encore beaucoup à faire ». Bon, ça c'est une vraie réponse de politique. Mais il y a 1500 sites qui ont quand même aujourd'hui déjà été bloqués. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à bloquer Facebook parce que là, il y aura un petit problème. Mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Vous êtes à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut être plus oui, mais c'est nouveau d'ailleurs, parce que pendant un moment, il y a eu une sorte de mystification qui était c'est une zone où il ne faut pas intervenir, c'est la libre discussion, ça ne servait à rien. Je pense que ça, on en a vu les conséquences et maintenant... la société s'est aussi très très largement durcie depuis quelques années. Et c'est vrai que là aujourd'hui, ça marche moins bien quand même le contrôle collectif. On termine par ceux qui ont bien fait leur devoir. On a très peu de temps. Philippe Couve, 1 + 1 - 1 pour terminer.
Alors, ça sera un -1, mais on l'a évoqué un peu. C'est justement quand on découvre que sous couvert d'algorithmes, Facebook, en fait appel à des journalistes. Alors, ça concerne les États-Unis. Donc, c'est grillé carrément ça son -1. ça concerne pas la... C'est un -1, les journalistes. Non, parce que c'est pas un -1 sur les journalistes, c'est un -1 sur le mensonge. C'est un -1 sur la prétendue solution algorithmique qui permet de faire remonter les trending, c'est-à-dire les sujets qui sont les plus partagés sur Facebook. En fait, ça n'est pas ça. C'est juste une sélection effectuée à la main par des journalistes en fonction d'un certain nombre de sites Internet Qui sont plus démocrates que républicains, apparemment. Qui ont, voilà. Mais en tout cas, c'est... On nous dit, voilà, c'est l'algorithme de Facebook. En fait, derrière l'algorithme, pour cette partie-là, en tout cas, il y a des hommes. Bon, on sait que... Choqué parce que l'algorithme a été injustement accusé. Si- Ce qui me choque, c'est le mensonge. Non, mais Ce qui me choque, c'est le si on mensonge peut faire de- juste un petit +1 dans l'autre sens, c'est que personne n'a jamais cru, sauf les médias qui comprennent pas grand-chose à tout ça, que c'était que de l'algorithme. Facebook n'a jamais dit d'ailleurs qu'il allait le faire. Et sachez qu'ils ont réinjecté des choses dont les gens ne parlent pas forcément, parce que vous savez, vous regardez les articles les plus lus du monde, ça donne François. Et Charlie, l'histoire de Charlie, a été réinjectée par cette équipe-là. Parce que personne ne parlait de Charlie aux États-Unis, et donc les Américains n'auraient pas connu Charlie Hebdo s'il n'y avait pas ces journalistes-là qui sortent tous des lives, enfin des grandes universités américaines pour le faire. Donc, moi, je trouve pas que ce soit. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on reconnaît que la techno ne peut pas tout faire mais et moi, que c'est Charlie ça Hebdo qui- n'aurait pas Et on sait existé aussi aux que moi, je Zuckerberg trouve que est un petit peu contre le clown républicain là, qui se présente. Et Ça, il c'est l'a un autre montré. sujet. Et il l'a Ça, c'est un montré. autre Et sujet. il utilise gentiment sa plateforme pour essayer de jouer sur la campagne, tout en faisant mine d'être complètement C'est une bonne nouvelle impartial qu'il y ait des là-dessus. journalistes derrière. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne nous l'avait pas dit. Bon, c'est fini pour les +1, -1. C'est fini pour cette émission. Avec Cécilia Gamison, Julien Jacob, Philippe Couvet, Jérémy Ben Moussa, vous pouvez partager le hashtag. C'est toujours le même, LGDW. Je le lis en même temps parce que j'ai un trou de mémoire pour terminer. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.